J'étais assis dans mon bureau du centre-ville, un mardi après-midi tout à fait ordinaire, fixant des lignes de code d'architecture cloud complexe sur mes moniteurs, lorsque l'écran de mon téléphone personnel s'est soudainement illuminé avec une alerte de mouvement de priorité critique. La notification était directement liée au système de sécurité principal à intelligence artificielle de ma nouvelle maison de 2 millions de dollars en banlieue. J'ai tapé sur l'écran, m'attendant totalement à voir un livreur déposer un colis sur le porche. Au lieu de cela, alors que le flux de sécurité haute définition se chargeait puis s'éclaircissait, l'image en direct de la caméra de mon salon a glacé mon sang. Mon cœur a immédiatement commencé à marteler contre mes côtes, dans un rythme frénétique et irrégulier. Là, marchant à travers mon sanctuaire privé, se trouvaient mes parents. Arlon et Geneviève étaient à l'intérieur de ma maison, un endroit où ils n'avaient explicitement pas été invités. Ils utilisaient la clé de secours d'urgence que je leur avais donnée à contre-cœur 2 mois plus tôt, une clé qui était strictement réservée aux crises extrêmes comme un incendie ou une urgence médicale. Ils n'étaient pas simplement en visite. Ils arpentaient mon espace avec l'attitude suffisante et évaluatrice de promoteurs immobiliers inspectant un terrain fraîchement acquis. J'ai regardé, paralysé par un mélange de choc et de fureur grandissante, mon père entrer directement dans mon laboratoire d'intelligence artificielle. Cette pièce était le centre névralgique absolu de mon existence, abritant des données clients confidentielles, des logiciels propriétaires, une architecture et du matériel valant plus que la plupart des véhicules de luxe. Puis, la voix de ma mère a résonné à travers le sensible microphone monté au plafond. Son ton était empreint de cette cruauté désinvolte et familière qui avait défini toute mon enfance. On peut simplement fracasser toutes ces machines inutiles de Ronin. Jeter tous ces fils emmêlés à la poubelle, et ce sera la chambre parfaite et tranquille pour le nouveau bébé de Corbin, a-t-elle déclaré, agitant la main avec dédain en direction de mes installations réseau complexes. L'audace pure de ces mots m'a fait l'effet d'un coup physique dans la poitrine. Il complotait une prise de contrôle hostile. Il planifiait activement d'installer mon frère, l'enfant chéri et privilégié, dans ma maison à 2 millions de dollars sans même avoir la décence élémentaire de me le demander d'abord. Comment une clé de secours pour les urgences s'est-elle transformée en une arme pour une violation de domicile? Ce que j'ai fait ensuite, les mesures précises et calculées que j'ai prises au cours des jours suivants, est exactement la raison pour laquelle il ne faut jamais pousser le frère ou la sœur calme et observateur au bord du gouffre. Je suis resté complètement silencieux dans mon bureau du centre-ville, ma respiration courte et contrôlée. J'ai 32 ans. Je suis un architecte en chef de système cloud autodidacte, et j'ai passé toute ma vie d'adulte à construire méticuleusement des barrières, des forteresses de code et de logique pour me protéger de la toxicité chaotique de ma famille biologique. Pourtant, Arlon et Geneviève s'introduisaient dans ma maison comme s'ils détenaient l'acte de propriété ultime de ma vie. L'angle de la caméra, depuis le coin supérieur du plafond, me donnait une vue brillamment claire et dégagée de leur trahison ultime. Ma maison est une immense et vaste propriété de 4 chambres, située dans un quartier de banlieue chic, calme et très boisé. Je l'avais achetée entièrement en espèces il y a à peine 6 mois. Ce n'était pas juste un bien immobilier. C'était une étape majeure, une manifestation physique et indéniable de toutes les semaines de travail exténuantes de 80 heures que j'avais endurées, des nuits blanches et de la volonté implacable de prouver que je n'étais pas le raté sans valeur qu'ils avaient toujours projeté sur moi. Le laboratoire dans lequel il se trouvait actuellement était mon centre de commandement professionnel. Il était méticuleusement climatisé, rempli de bails de matériel spécialisé, et fortement sécurisé par des verrous numériques qu'ils avaient miraculeusement contournés en laissant simplement la porte intérieure entr'ouverte. Ma mère a passé sa main manucurée sur le bord immaculé de mon bureau de travail principal. Son visage s'est tordu dans une expression de profond et léger dégoût. Elle a regardé autour de la pièce, observant les serveurs imposants, les 3 immenses moniteurs incurvés, la coûteuse chaise ergonomique en cuir que j'avais importée de l'étranger. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils pensent avoir besoin de tout cet espace ridicule, a-t-elle dit, sa voix étant facilement et parfaitement captée par les récepteurs audio. C'est purement égoïste. Il vit complètement seul. Il n'a ni femme, ni enfant. Corbin est sur le point d'avoir une famille. Il est tout à fait logique que la famille qui s'agrandit obtienne la plus grande maison. Nous ne faisons que corriger une erreur. Mon père a grogné son profond accord. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un mètre ruban en métal jaune vif. J'étais assis là, à les regarder mesurer ma vie pour un cercueil. Je bouillais à l'intérieur, mais mon esprit était complètement froid. J'allais leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Mais pour comprendre toute l'ampleur de cette trahison,
vous devez comprendre exactement ce qu'ils m'ont pris dans le passé. Si vous avez déjà été l'enfant invisible dans votre propre famille, vous savez exactement à quel point ce sentiment est lourd. Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu cela sur votre écran? Les souvenirs m'ont instantanément frappé comme des coups physiques et lourds à l'estomac. C'était un vaste et sombre musée de la douleur que j'avais soigneusement et méticuleusement conservé et enfermé dans les coffres les plus profonds de mon esprit. J'ai toujours été le fils invisible, le bouc émissaire désigné, celui dont les immenses réussites étaient constamment minimisées, et dont la simple existence tranquille était traitée comme un inconvénient logistique frustrant pour l'unité familiale. La toute première exposition majeure de ce terrible musée des souvenirs datait exactement de mes 18 ans. J'avais occupé 3 emplois à temps partiel épuisants et abrutissants tout au long de mes années de lycée. Je retournais des hamburgers, je remplissais les étagères d'une épicerie à minuit, et je donnais des cours de mathématiques avancées à des enfants riches, économisant chaque centime que je pouvais cacher aux yeux indiscrets de mes parents. J'ai étudié jusqu'à ce que mes yeux saignent littéralement, maintenant une moyenne générale absolument parfaite. Quand l'épaisse et lourde lettre d'acceptation du Massachusetts Institute of Technology, MIT, est finalement arrivée par la poste, je suis littéralement tombé à genoux et j'ai pleuré des larmes de soulagement pur et sans mélange. C'était mon ticket d'or pour sortir de cette maison toxique. Mes grands-parents paternels, aujourd'hui décédés, avaient sagement mis en place un fonds d'éducation spécialement pour moi, contenant exactement 50 000 $. Il était expressément destiné à couvrir ma première année entière de frais de scolarité d'élite et de logement sur le campus. Mais le lendemain de ma remise de diplôme du lycée, lorsque je suis entré fièrement dans la succursale bancaire locale pour accéder formellement au fonds et signer les papiers de transfert, la guichetière m'a regardé avec une profonde pitié. Elle m'a informé que le compte était complètement, totalement vide. Je me souviens très bien avoir couru les 3 miles pour rentrer chez moi, la poitrine serrée par une panique suffocante, pensant bêtement qu'il y avait eu une erreur bancaire massive ou un vol d'identité. J'ai trouvé mes parents debout nonchalamment dans la large allée, admirant une toute nouvelle voiture de sport décapotable rouge cerise étincelante. Corbin, qui n'avait que 14 ans à l'époque et ne possédait même pas de permis d'apprenti conducteur, était assis fièrement sur le siège conducteur en cuir, agrippant le volant et faisant de bruyants bruits de moteur. Quand j'ai exigé, d'une voix brisée par la terreur pure, de savoir où mes 50 000 $ étaient passés, Arlon n'a même pas eu la décence humaine élémentaire d'avoir l'air un peu honteux. Il avait en fait l'air profondément agacé que je ruine leur moment de bonheur. Corbin montre de réelles promesses dans sa ligue de golf junior, Ronin, a-t-il déclaré, comme si cela justifiait complètement ma ruine financière. Il a besoin d'un moyen de transport fiable et impressionnant pour ses prochains tournois, quand il aura enfin son permis. Une adhésion à un country club junior exclusif est absolument vitale pour son futur réseau professionnel. Tu es un garçon très intelligent. Tu peux facilement contracter des prêts étudiants fédéraux et te frayer un chemin dans un collège communautaire local. La famille soutient toujours la famille, Ronin. Arrête d'être si égoïste avec l'argent. Quand j'ai finalement craqué et crié, quand je leur ai dit explicitement en face qu'ils étaient de vulgaires voleurs et des criminels, ils ont immédiatement emballé mes quelques affaires dans des sacs poubelles noirs et m'ont mis à la porte de la maison. Ils m'ont dit que ma réaction était très dramatique, intensément toxique, et que je n'étais absolument plus le bienvenu sous leur toit jusqu'à ce que j'apprenne à respecter correctement leurs décisions parentales. J'ai passé ma toute première nuit en tant qu'adulte légal à dormir et à trembler sur un banc en bois dur dans un parc public de la ville, serrant ma lettre d'acceptation d'une université d'élite contre ma poitrine comme un bouclier de papier inutile contre le vent froid. Je ne suis pas allé à cette université d'élite. J'ai été forcé de fréquenter un collège communautaire local bon marché, travaillant dans des quarts de nuit dangereux comme gardien de sécurité dans un entrepôt juste pour à peine payer mes cours de base et des nouilles instantanées bon marché. J'ai regardé mon éducation de 50 000 $ s'éloigner dans une voiture de sport rouge conduite par un adolescent gâté. Si vous avez déjà été poignardé dans le dos par votre propre famille juste pour qu'un autre frère ou sœur puisse briller, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis absolument tous. Cette nuit dans le parc a fondamentalement changé la chimie de mon cerveau. J'ai réalisé que j'étais entièrement seul au monde. Mais je n'étais pas complètement abandonné. Il y avait une personne qui a vu clair dans l'illusion familiale, et son intervention est la seule raison pour laquelle j'ai survécu. La deuxième pièce cruciale de mon musée de la douleur était un souvenir beaucoup plus ancien et plus petit, mais il a fondamentalement défini toute ma trajectoire de carrière. Je n'avais que 12 ans. J'avais supplié et plaidé pour un ordinateur de base pendant 2 années consécutives, voulant juste apprendre à taper et à explorer les débuts d'Internet.
Mes parents prétendaient constamment que nous ne pouvions pas nous permettre un luxe aussi futile. Pourtant, ce même Noël, Corbin a miraculeusement reçu une motocross motorisée toute neuve et très chère. Je me souviens d'être assis seul sur le porche froid, regardant Corbin défoncer bruyamment la pelouse avant, ravalant l'énorme et douloureuse boule de rejet dans ma gorge. Tard cet après-midi-là, l'oncle Garrick est soudainement arrivé dans l'allée dans sa camionnette rouillée, bruyante et déglinguée. Garrick était le frère cadet de mon père, universellement désigné comme le mouton noir absolu de toute la famille élargie. Il était bruyant, un peu imprudent, buvait un peu trop de whisky, et refusait complètement d'adhérer à l'image stricte et superficielle du country club que mes parents vénéraient si désespérément. Il a monté lourdement les marches en bois, transportant un ordinateur portable en plastique gris, épais et incroyablement laid. Il était très rayé, il lui manquait la touche d'échappement, et il pesait une tonne. J'ai trouvé cette vieille brique à une vente aux enchères des surplus de la police en ville, avait dit Garrick, laissant tomber brutalement la lourde machine sur mes genoux. Il a ensuite rapidement glissé un billet froissé de 5 cents $ directement dans la poche de ma chemise en flanelle, tapotant ma poitrine 2 fois. Ne parle pas de cet argent à ta mère ou elle te le volera, c'est certain. Et écoute-moi, gamin. Ne laisse jamais ces gens à l'intérieur te dire que tu ne vaux pas l'investissement. Tu as un très bon cerveau bien affûté dans cette tête. Utilise cette machine pour construire une forteresse qu'ils ne pourront jamais percer. Ce portable cassé était exactement l'endroit où je m'étais méticuleusement appris à écrire ma toute première ligne de code. Garrick était le seul véritable allié que j'ai jamais eu dans toute cette lignée. Il était le seul adulte qui me voyait comme une personne réelle et vivante avec du potentiel, et non comme un simple outil pratique à utiliser et à jeter. La dernière et plus douloureuse pièce de mon musée de la douleur était beaucoup plus récente. Il y a à peine 6 mois. J'avais stupidement invité mes parents pour une brève visite de 30 minutes de ma toute nouvelle maison de 2 millions de dollars. Je pensais, avec une naïveté incroyable, que peut-être la vue indéniable de ma réussite financière massive, entièrement obtenue sans un seul centime de leur aide, pourrait enfin me valoir un petit signe d'approbation parentale. Geneviève avait lentement franchi la grande porte d'entrée, regardé d'un œil critique les hauts plafonds voûtés, la cuisine de chef moderne, le vaste salon ensoleillé, et son visage s'était immédiatement, et de manière prévisible, assombri en un profond froncement de sourcils. Elle n'a pas dit félicitations. Elle n'a pas dit qu'elle était fière de mon dur labeur. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux se rétrécissant avec un profond ressentiment. Pourquoi diable as-tu acheté une maison aussi incroyablement grande? Tu es entièrement célibataire, Ronan. Tu restes assis seul devant des écrans lumineux toute la journée dans le noir. Corbin et Marin sont actuellement entassés dans un minuscule et terrible appartement de 2 chambres en ville. Il essaie si fort de bâtir une véritable entreprise, et toi, tu accumules égoïstement un espace dont tu n'as même pas besoin. C'est tout simplement profondément égoïste et arrogant de ta part. Tu ne penses toujours qu'à toi. Les mots cruels m'avaient piqué profondément, un poison toxique familier s'infiltrant directement dans mes veines. Je leur avais poliment et froidement demandé de quitter ma propriété peu après ce commentaire. Je pensais honnêtement que c'était la toute fin. Je pensais qu'établir ces limites fermes signifiait qu'il resterait enfin à l'écart pour de bon. J'avais stupidement donné une clé de secours un mois plus tard, un moment d'égarement regrettable, entièrement motivé par une attente sociétale pathétique et profondément ancrée selon laquelle un bon fils devrait toujours donner à ses parents âgés un accès d'urgence à sa maison. Ils avaient pris cette clé avec empressement, ils avaient analysé cette visite de la maison, et ils avaient malicieusement utilisé tout cela pour planifier une occupation hostile et illégale de ma propriété. J'ai cligné des yeux, me sortant de ces sombres souvenirs, et j'ai refocalisé mon regard sur le flux de sécurité en direct qui jouait sur les moniteurs de mon bureau. Mon père, Arlon, essayait de manœuvrer maladroitement sa grande carcasse derrière ma baie de serveur principale. Il tenait son mètre ruban jaune, cherchant l'endroit parfait pour placer un berceau. Il ignorait complètement les énormes paquets de lourds câbles d'alimentation enroulés sur le sol. J'ai regardé son pied reculer. J'ai arrêté de respirer. La catastrophe était sur le point de se produire. On peut mettre le lourd berceau en bois juste ici, près de la fenêtre, pour que le bébé ait la lumière du matin, a déclaré Arlon avec autorité sur le flux de la caméra. La grande table allongée pourra aller exactement là où se trouve cette énorme tour en métal noir. On dira simplement à Ronin de déplacer ses petits jouets dans le garage sale. Ou mieux encore, il peut les vendre. Il a beaucoup trop d'argent de toute façon. L'énorme tour en métal noir qu'il désignait nonchalamment n'était pas un jouet.
C'était un serveur d'intelligence artificielle à refroidissement liquide, construit sur mesure, abritant des modèles d'apprentissage automatique cryptés et propriétaires que je développais activement pour un client majeur. Le matériel seul valait exactement 80 000 $. Et cela ne comptait absolument pas les centaines de milliers de dollars de propriété intellectuelle en cours de traitement à l'intérieur. Mes jointures sont devenues d'un blanc fantomatique alors que je serrais le bord de mon bureau. La rage qui a inondé mes veines n'était pas chaude et chaotique. Elle était froide, vive et intensément concentrée. Arlon a fait un pas en arrière, lourd et aveugle. Son épais talon de cuir s'est accroché directement au bord d'un conduit d'alimentation principal renforcé. Il a trébuché lourdement, ses bras s'agitant sauvagement en l'air alors qu'il perdait son centre de gravité. Il a tendu sa lourde main pour se rattraper, et ses paumes ont frappé directement et avec force le côté du serveur d'intelligence artificielle de 80 000 $. Le temps a semblé instantanément ralentir à une vitesse microscopique. J'ai regardé, horrifié, avec une clarté cristalline en haute définition, la machine massive vacillait dangereusement sur son support renforcé. Le boîtier en verre trempé sombre a brillé malicieusement sous les lumières du plafond alors qu'il basculait lentement, douloureusement, au-delà du point de non-retour. Il s'est écrasé sur le parquet avec un bruit sourd, écœurant, terrifiant et lourd. Le panneau de verre personnalisé s'est complètement brisé en milliers de morceaux tranchants. Les tubes de refroidissement liquide interne se sont violemment rompus, projetant du liquide de refroidissement bleu néon sur le bois coûteux. Les ventilateurs internes ont hurlé dans une protestation mécanique bruyante pendant une fraction de seconde avant que les disjoncteurs de sécurité ne se déclenchent et que toute la machine ne meure dans une étincelle de soudaine et violente obscurité. Mon cœur s'est complètement arrêté. C'était 4 mois d'ingénierie spécialisée et de privation de sommeil, gisant en morceaux brisés, cassés et humides sur le sol. Arlon a lentement retrouvé son équilibre, époussetant nonchalamment le devant de son polo coûteux. Il a baissé les yeux sur le matériel de pointe ruiné et brisé, puis a même poussé un morceau de verre cassé du bout de sa chaussure. Geneviève s'est approchée nonchalamment, regardant par-dessus son épaule. Elle n'a pas halté de choc. Elle n'a pas eu l'air horrifiée par la destruction massive de biens privés. Elle a simplement soupiré, un son ne communiquant rien de plus qu'un léger et irritant inconvénient. Eh bien, a-t-elle dit nonchalamment en agitant la main. C'était de toute évidence un accident qui devait arriver. Il ne devrait vraiment pas laisser traîner ces cochonneries comme ça, là où les gens peuvent trébucher dessus. On pourra simplement jeter tout ce plastique cassé dans la benne à ordures extérieure plus tard. Ce n'est qu'un jouet stupide pour ce garçon idiot de toute façon. Il gagne trop d'argent. Il peut facilement en acheter un autre demain. Arlon a hoché la tête fermement, rétractant son maître ruban avec un claquement sec. Exact. C'est ça. Eh bien, ça nous donne beaucoup plus de place pour la grande bibliothèque en bois. Allons voir la salle de bain principale maintenant. Marin a spécifiquement mentionné qu'elle veut une très grande baignoire pour ses maux de dos de grossesse. Ils sont sortis calmement de la pièce, laissant les restes brisés et sanglants de mon travail intense et de ma propriété intellectuelle morts sur le sol. Ils n'ont même pas pris la peine de se retourner pour fermer la porte. Je fixais l'écran figé, un calme étrange et terrifiant m'envahissant tout le corps. Ils venaient de franchir une ligne juridique massive qui ne pourrait jamais, jamais être refranchie. Ce n'était plus seulement une question de dynamique familiale toxique. C'était un crime littéralement documentable. J'ai immédiatement ouvert un terminal crypté et hautement sécurisé sur mon ordinateur portable, en quelques frappes rapides et expertes. J'ai lancé une séquence de verrouillage total à distance pour l'ensemble de mon réseau domestique. J'ai crypté les disques principaux, activé les pare-feux secondaires, et verrouillé les portes intelligentes de la maison pour refuser tout futur code d'entrée. Ensuite, j'ai téléchargé la copie du fichier vidéo en très haute résolution et les sauvegardé en toute sécurité dans 3 emplacements cloud distincts. Ils n'allaient pas s'en tirer comme ça. J'allais les écraser. Mais avant même que je puisse faire mon prochain mouvement, mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message du prince doré lui-même, et c'était l'appât parfait. La vibration soudaine et vive de mon téléphone portable a violemment brisé la réflexion silencieuse dans mon bureau. Je l'ai pris, m'attendant pleinement à une alerte automatisée de mon serveur grillé. Au lieu de cela, c'était un SMS de Corbin. Le message disait « Salut, grand frère. Maman et papa viennent de dire que nous faisons tous un grand dîner de famille chez toi ce samedi. Maman a dit qu'elle avait quelque chose de très important à te dire sur l'avenir. Assure-toi d'acheter et de cuisiner ce bœuf wagyu cher que j'aime.
N'essaie pas de te cacher dans ta salle d'ordinateur toute la nuit comme un taré. On a vraiment besoin de parler. J'ai fixé sans fin les lettres lumineuses sur le petit écran. Le droit pur et non dissimulé qui émanait de ce court paragraphe exigeant était physiquement stupéfiant. Ils traitaient ouvertement ma maison de 2 millions de dollars comme un restaurant public gratuit et une future partie de leur propre patrimoine immobilier qu'ils avaient déjà agressivement revendiqué. Ils pensaient honnêtement que j'étais exactement le même gamin silencieux, invisible et facilement intimidable qu'ils pouvaient manipuler sans effort. Ils n'avaient absolument aucune idée à qui ils avaient affaire aujourd'hui. Mon pouce a plané fermement au-dessus du clavier numérique. J'ai tapé une réponse brève et parfaitement polie. Ça a l'air super. Samedi à 18h. Je m'assurerai que tout soit absolument prêt pour vous. J'ai appuyé sur envoyer. Le piège d'acier était officiellement tendu. J'ai immédiatement pris mon téléphone portable et j'ai fait défiler rapidement ma longue liste de contacts jusqu'à ce que je trouve Daphné. Daphné était mon avocate d'entreprise brillante, une femme redoutablement efficace et affûtée comme un rasoir, qui gérait agressivement tous mes contrats complexes et mes litiges de propriété intellectuelle. Elle ne tolérait absolument aucune absurdité, et elle savait exactement, au centime près, combien valait mon travail et mon matériel. Elle a répondu au téléphone à la deuxième sonnerie. « Ronin, s'il te plaît, dis-moi que tu n'appelles pas pour essayer de changer à nouveau les clauses d'indemnisation du contrat cloud. » « Non, Daphné. J'ai un problème très différent et beaucoup plus urgent aujourd'hui. Il y a eu une faille de sécurité physique à ma résidence principale en banlieue. » Son ton a instantanément et radicalement changé, passant d'une plaisanterie professionnelle légère à la concentration vive et intense d'un prédateur. « On t'a cambriolé ? Avons-nous besoin de lancer les protocoles d'urgence ? Je n'ai pas été cambriolé. J'ai été vandalisé. Et les auteurs de ce crime sont mes propres parents. » J'ai gardé ma voix parfaitement plate, entièrement dépourvue de la tempête émotionnelle massive qui faisait rage à l'intérieur de ma poitrine. Ils ont utilisé une clé de secours d'urgence pour entrer illégalement dans les locaux. Ils étaient littéralement en train de mesurer les dimensions de mon laboratoire sécurisé pour y installer mon frère au chômage. Au cours de ce processus incroyablement arrogant, mon père a trébuché et a renversé le serveur d'intelligence artificielle à refroidissement liquide. Le matériel est complètement détruit. Un silence lourd et incroyablement tendu a pesé sur la ligne sécurisée pendant un long et douloureux moment. Quand Daphné a finalement parlé, sa voix était de glace. « Les as-tu sur caméra en train de faire ça ? Je les ai en résolution 4K avec un son cristallin. Je les ai explicitement en train de discuter de la destruction de mon équipement pour faire de la place à un berceau. Envoie-moi les images immédiatement, » a ordonné Daphné, le son de sa frappe rapide résonnant en arrière-plan. Ronin, c'est incroyablement grave. Ce matériel physique seul est évalué à 80 000 $. Cette action franchit facilement et immédiatement le seuil légal pour des dommages matériels criminels et une violation de domicile. J'appelle les autorités policières locales tout de suite. Pas tout à fait encore, ai-je dit doucement, un plan sombre se formant déjà parfaitement dans mon esprit. Mon frère vient de m'envoyer un texto. Il a invité toute la famille chez moi pour un dîner ce samedi. Il dit explicitement qu'ils ont quelque chose de très important à me dire. Je veux les laisser avoir leur petite réunion d'abord. Daphné a soupiré profondément. Tu prépares une embuscade massive. En tant que ton conseil juridique assermenté, je te conseille de déposer une plainte à la police immédiatement. Cependant, en tant qu'être humain qui déteste absolument les tyrans privilégiés, je te dis de t'assurer que tes caméras sont pleinement opérationnelles ce samedi. Elles enregistreront tout, les jeux assurés. J'ai besoin que tu rédiges une ordonnance restrictive formelle et agressive, un avis de poursuite civile massif pour les dommages matériels, et que tu te prépares à déposer la plainte pénale formelle. Je veux tous les documents physiques imprimés et prêts pour moi. Je vais m'assurer qu'ils sortent de ma maison menottée. Mais d'abord, je dois savoir exactement ce que l'enfant chéri a caché. Il était temps de creuser dans la saleté numérique. Pendant de nombreuses années, j'avais délibérément ignoré l'existence de Corbin. Je m'étais intensément concentré sur la construction de ma propre vie indépendante, supposant à tort que si je restais complètement à l'écart de son chemin, il resterait à l'écart du mien. Mais il était l'éternel enfant chéri. Si mes parents étaient tout à fait disposés à commettre de véritables crimes pour subvenir à ses besoins, que cachait Corbin d'autre dans l'ombre ? Quel genre de vie menait réellement ce brillant entrepreneur autoproclamé quand personne ne regardait ? J'ai fait craquer bruyamment mes jointures,
le son sec résonnant dans le bureau silencieux. J'avais exactement 48 heures avant le début du dîner. 48 heures pour creuser profondément dans l'empreinte numérique d'un homme qui pensait bêtement qu'il était entièrement intouchable. Mon frère était sur le point d'apprendre une leçon très dure. Quand on provoque intentionnellement un architecte en chef de système cloud, on ne se fait pas simplement crier dessus. On se fait systématiquement et publiquement démanteler, pièce par pièce. Après 5 heures de recherches acharnées, le dossier principal sur mon bureau débordait massivement d'une piste documentaire numérique si incroyablement accablante qu'elle m'a presque rendu malade. Les différents profils de Corbin sur les réseaux sociaux étaient entièrement publics, un flux constant et écœurant de vantardises agressives. Il y avait d'innombrables photos de dîners de steak coûteux et des publications sur le travail acharné d'un fondateur de start-up à succès. Sa femme enceinte, Marin, avait une page très soignée qui était un sanctuaire pour les sacs à main de créateurs et les vacances exclusives. Mais les profils publics ne sont que la surface polie et fausse. J'ai effectué une recherche approfondie sur le nom de son entreprise officiellement enregistrée dans la base de données du registre des sociétés de l'État. Selon les registres officiels de l'État, sa société avait été légalement dissoute il y a plus de 4 mois en raison d'un manquement total au paiement des taxes administratives de base. Il n'y avait absolument aucune entreprise. Il y avait 0 revenu vérifiable. J'ai creusé beaucoup plus profondément en utilisant les archives des tribunaux civils publics et les métadonnées des registres de crypto-monnaies. L'image sombre qui a rapidement commencé à se former était catastrophique. J'ai retracé un événement de liquidation massive qui s'est produit il y a exactement 6 mois. Corbin avait littéralement perdu 150 000 $ dans une série rapide de transactions sur marge très risquées et incroyablement stupides. Il était totalement fauché. Mais la dette écrasante ne s'arrêtait pas là. J'ai trouvé un obscur dossier de tribunal civil d'une société de prêt à haut risque notoire. Corbin était actuellement poursuivi agressivement pour un défaut de paiement total sur un prêt personnel massif d'exactement 200 000 $. Pour garantir un prêt à haut risque de cette taille massive sans aucun revenu d'entreprise vérifiable, il avait besoin d'un cosignataire riche. J'ai zoomé de près sur la dernière page de la demande de prêt jointe au dossier public du tribunal. La signature audacieuse au bas de la page de garantie appartenait à un homme nommé Alaric. Alaric était le père riche de Marin. C'était un promoteur immobilier commercial incroyablement prospère et impitoyable. J'ai fixé attentivement la signature numérique sur mon écran. J'avais déjà vu la vraie signature d'Alaric sur des documents légaux. La signature sur ce document de prêt était complètement fausse. C'était un faux flagrant et incroyablement amateur. Corbin avait sciemment commis une fraude électronique massive et un vol d'identité qualifié de crime contre son propre beau-père riche, juste pour financer sa terrible addiction au jeu. Et mes parents, comment étaient-ils exactement impliqués dans cette apocalypse financière? J'ai rapidement consulté les registres actuels de l'impôt foncier pour la maison de banlieue de mes parents. Une toute nouvelle ligne a immédiatement attiré mon œil exercé. Une énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire avait été discrètement ouverte il y a exactement 3 mois. Ils avaient bêtement emprunté exactement 100 000 $ sur leur seule maison de retraite pour sauver leur garçon en or. Et où exactement cette somme massive d'argent de retraite volée était-elle allée? J'ai soigneusement suivi les numéros de routage publics attachés au décaissement. Des paiements mensuels automatisés réguliers d'exactement 3 000 $ étaient effectués à une société de gestion immobilière de luxe à l'autre bout de la ville. J'ai effectué une recherche ciblée rapide dans l'annuaire numérique des résidents de cet immeuble de luxe spécifique. Le nom officiellement enregistré sur le bail n'était pas Corbin. C'était une femme nommée Lyra. J'ai trouvé le compte de Lyra sur les réseaux sociaux presque instantanément. Elle était jeune, belle, et sur sa photo de profil principal, elle portait visiblement un collier de diamants très spécifique, conçu sur mesure. C'était le même pendentif en diamant de 15 000 $ dont Marin avait fièrement posté une photo il y a à peine 2 mois, affirmant que son mari le lui avait acheté. La vérité laide et dévastatrice m'a frappé. Corbin volait activement son beau-père par le biais de la contrefaçon. Il épuisait complètement les fonds de retraite de ses parents âgés. Il mentait constamment à sa femme enceinte, et il utilisait activement tout cet argent volé pour financer entièrement un pantouse de luxe pour sa maîtresse secrète. J'ai rapidement téléchargé absolument tous les documents, toutes les pages de signature contrefaites et toutes les photos claires de la maîtresse. Je les ai organisées en dossiers numériques parfaitement nets. Ensuite, j'ai rédigé un email hautement crypté et intraçable. Le destinataire direct était Alaric, le riche beau-père.
J'ai joint une seule page claire montrant la signature manifestement contrefaite et une photo de la maîtresse portant le diamant. L'email disait « Votre gendre est un criminel. Si vous voulez les dossiers de preuves complets, soyez à cette adresse exacte le samedi à 18 h. » J'ai fourni mon adresse personnelle. J'ai appuyé sur Envoyer. La tombe massive était entièrement creusée. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire jusqu'à présent. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous en me disant le nom de la ville où vous vivez actuellement. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Continuez à regarder car le dîner explosif est sur le point de commencer, et les retombées sont absolument légendaires. Comment prépare-t-on exactement une maison pour un dîner spécifiquement conçu pour détruire complètement une famille entière? Le samedi est arrivé avec une chaleur lourde et profondément oppressante. L'air à l'intérieur de ma maison de 2 millions de dollars, cependant, était délicieusement frais, stérile et parfaitement contrôlé. J'ai passé toute la matinée à nettoyer agressivement chaque surface jusqu'à ce que les comptoirs en granit et les parquets coûteux brillent comme des miroirs. Je voulais désespérément que la maison ait l'air absolument impeccable, présentant un contraste saisissant et sans défaut avec le chaos désordonné que j'étais sur le point de déchaîner sur eux. Je suis entré lentement dans le laboratoire froid. Le serveur d'intelligence artificielle à refroidissement liquide, complètement brisé, gisait toujours exactement sur le sol, précisément là où Arlon l'avait maladroitement renversé quelques jours auparavant. J'ai intentionnellement laissé le verre déchiqueté et les débris métalliques là, comme un monument physique et indéniable de leur profond manque de respect. Je me suis déplacé silencieusement dans le salon principal. J'ai soigneusement connecté un lecteur sans fil crypté et hautement sécurisé directement à l'énorme télévision de 85 pouces montée sur le mur pare-feu. La vidéo cristalline de mes parents faisant irruption s'est chargée instantanément. J'ai précisément mis la vidéo en pause au moment exact et dévastateur où le serveur s'est écrasé lourdement sur le sol, laissant cette image figée et accablante complètement cachée derrière un économiseur d'écran de paysage neutre. Dans mon bureau à domicile, mon imprimante laser à haute vitesse avait produit d'épaisses et lourdes piles de papier. J'ai méthodiquement organisé les documents imprimés en 5 dossiers rouges distincts et incroyablement épais. Le dossier numéro 1 contenait les estimations massives des dommages matériels et la plainte pour violation de domicile criminel. Le dossier numéro 2 contenait les archives publiques de l'entreprise dissoute de Corbin et la preuve de ses pertes catastrophiques de 150 000 $ en crypto-monnaie. Le dossier numéro 3 était l'artillerie lourde absolue. Il contenait les documents de prêt montrant la signature manifestement contrefaite d'Alaric, fortement surlignée à l'encre jaune vif. Le dossier numéro 4 contenait les registres de propriété montrant l'énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire de mes parents. Et le dossier numéro 5 contenait des dizaines de photos haute résolution de Lyra, la maîtresse secrète, portant clairement les bijoux coûteux que Corbin avait achetés avec de l'argent volé. J'ai placé les lourds dossiers en une pile nette et imposante directement sur l'immense îlot de cuisine, juste à côté des coûteuses coupes de bœuf wagyu que Corbin avait si arrogamment exigées. À exactement 17 h, l'oncle Garrick est arrivé par la porte de derrière. Il avait garé sa camionnette déglinguée à 2 pâtés de maisons entiers pour que mes parents ne voient pas son véhicule. Il portait une veste en jean délavé et un sourire sinistre et entendu. Il était entièrement prêt à les voir brûler. À exactement 17 h 30, la sonnette a soudainement retenti. J'ai vérifié la caméra de sécurité du Porsche. Un grand camion de livraison commerciale était garé dans ma large allée. 2 hommes en uniforme officiel se tenaient patiemment sur mon Porsche, complètement entouré de 4 boîtes en carton massives et incroyablement lourdes. J'ai ouvert la porte d'entrée, fronçant profondément les sourcils de confusion. Le livreur le plus âgé a regardé son presse-papier numérique et m'a dit qu'ils avaient une grosse livraison pour une femme nommée Marin. C'était un berceau en bois de première qualité, une grande table allongée et 3 grandes boîtes de vêtements de maternité coûteux. Mon sang n'a fait qu'un tour, se transformant en pure rage. Ils ne venaient pas seulement pour discuter de leur emménagement. Ils avaient déjà officiellement changé leur adresse de livraison personnelle pour ma maison privée. Ils mettaient en scène de manière agressive une occupation physique de ma propriété. Faites tout entrer, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure dangereusement calme. J'ai demandé aux 2 hommes en sueur d'empiler les boîtes massives juste au milieu du salon, bloquant intentionnellement l'énorme télévision de 85 pouces. L'audace incroyable de la chose était complètement stupéfiante. Ils pensaient que j'étais complètement brisé. Ils avaient complètement tort. À exactement 17 h 55,
un véhicule utilitaire sport de luxe très familier et coûteux s'est lentement engagé dans ma large allée. C'étaient Arlon et Geneviève. Juste derrière eux, s'arrêtant en douceur, se trouvait la berline de luxe louée par Corbin. Je me tenais silencieusement près de la fenêtre avant, les regardant tous sortir de leur voiture. Corbin portait un polo blanc impeccable, l'air incroyablement suffisant et complètement inconscient de son destin imminent. Marin marchait juste à côté de lui, tenant un café glacé incroyablement surdimensionné. Mes parents planaient protecteurs autour d'eux, tous deux comme des serviteurs profondément dévoués. Ils ont lentement monté les marches de mon perron, riant bruyamment. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils marchaient avec assurance tout droit dans une zone d'explosion massive. J'ai pris une dernière et très profonde inspiration, lissant le devant de ma chemise, et j'ai marché d'un pas vers la porte d'entrée. Les jeux ultimes avaient commencé. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne avec une expression totalement neutre. Geneviève a été la première à franchir le seuil, apportant l'odeur suffocante de son parfum floral coûteux dans mon couloir propre. Ses yeux vifs ont immédiatement dépassé mon épaule pour se poser carrément sur l'énorme pile de boîtes en carton empilées au centre de mon salon. Eh bien, on dirait que le premier lot de livraison est arrivé juste à temps, a annoncé Geneviève à voix haute. Elle s'est tournée vers moi, son ton passant sans transition à sa voix condescendante. Ronin, sois un bon hôte et commence à déplacer ces lourdes boîtes dans le couloir, dans ton ancienne salle d'ordinateur. Marin a besoin de s'asseoir immédiatement. J'ai fermé lentement la porte d'entrée, m'assurant que le lourd pen dormant s'enclenche solidement. Je ne bougerai ces boîtes nulle part, maman, ai-je dit doucement. En fait, je me demandais justement pourquoi un berceau massif et 3 boîtes de vêtements de maternité avaient été livrés à mon adresse privée. Corbin a laissé échapper un long soupir dramatique, roulant des yeux en jetant les clés de sa voiture sur ma table d'entrée. Oh, allez, Ronin. Ne commence pas avec ton numéro de solitaire difficile ce soir. Maman a dit qu'elle t'avait déjà dit que nous devions avoir une réunion de famille sérieuse. Arlon s'est avancé, posant une main lourde et condescendante sur mon épaule. Phil, écoute-nous. L'appartement que Corbin loue en ville a un terrible problème de moisissure. Tu vis complètement seul dans cette immense maison de 2 millions de dollars. La famille se serre toujours les coudes. Nous avons décidé que le plus logique est que Corbin et Marin emménagent ici jusqu'à ce que son entreprise de technologie décolle. Tu peux simplement vider cette sombre salle d'ordinateur d'ici le week-end prochain. Marin a pris une grande gorgée de son café glacé. Honnêtement, Ronan, c'est le moins que tu puisses faire. Nous avons vraiment besoin de la chambre principale, au fait. J'ai besoin de la grande baignoire pour mes maux de dos. J'ai lentement retiré la main de mon père de mon épaule. C'est un plan très intéressant, papa. Tu veux que je vide mon laboratoire d'intelligence artificielle sécurisé. Exactement la même pièce où toi et maman êtes entrés illégalement mardi dernier. La même pièce où tu as maladroitement fracassé un serveur prototype d'une valeur de 80 000 $ juste pour mesurer l'espace au sol pour ce berceau en bois. Le silence instantané qui est tombé sur la pièce était absolument assourdissant. La mâchoire de Geneviève est pratiquement tombée. Arlon est devenu d'un gris pâle et maladif. Avant qu'il ne puisse formuler un mensonge pathétique, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour révéler Alaric, le père extrêmement riche de Marin. Son visage était figé dans un froncement de sourcils furieux et terrifiant. Il tenait l'email imprimé que je lui avais envoyé. Suis-je entièrement trop tard pour la réunion de famille, a demandé Alaric d'une voix bourrue, entrant avec force à l'intérieur. Le cheval de Troie ultime avait réussi à franchir les portes. L'atmosphère dans mon salon est instantanément passée d'un droit arrogant à une tension épaisse et suffocante. Marin a eu le souffle coupé en voyant son père se tenir menaçant dans le couloir. Alaric a complètement ignoré sa fille. Son regard perçant et terrifiant est resté férocement fixé sur Corbin, qui transpirait actuellement à grosses gouttes. L'oncle Garrick est sorti de la cuisine, s'appuyant contre le cadre de la porte pour observer le carnage imminent. J'ai calmement dépassé le groupe confus et terrifié et j'ai ramassé la petite télécommande noire qui reposait sur l'îlot de la cuisine, juste à côté de l'énorme pile de dossiers rouges. Je l'ai pointé directement vers l'énorme télévision de 85 pouces montée sur le mur du salon. Puisque tout le monde est enfin là, ai-je annoncé, ma voix tranchant le silence épais comme un scalpel, je pense que nous devrions officiellement commencer cette importante réunion de famille. Maman, papa, vous vouliez discuter de ma maison. Regardons clairement comment vous traitez ma maison quand je ne suis pas là. J'ai appuyé sur le bouton de lecture.
L'écran sombre s'est instantanément animé dans une résolution 4K brillante. Les images de la caméra de sécurité cachée ont commencé à défiler, affichant l'image cristalline de Arlon et Geneviève se tenant à l'intérieur de mon laboratoire hautement sécurisé. Le son a immédiatement rempli l'immense salon. On peut simplement fracasser toutes ces machines inutiles de Ronin. Jeter tous ces fils emmêlés à la poubelle. Et ce sera la chambre parfaite et tranquille pour le nouveau bébé de Corbin. La version numérique de Geneviève a fièrement annoncé depuis les haut-parleurs de la télévision. J'ai regardé la vraie Geneviève se recroqueviller physiquement en temps réel. Elle a porté une main tremblante à sa bouche, ses yeux écarquillés de terreur indéniable. La vidéo a continué sans pitié. La pièce entière a regardé dans un silence de mort horrifié la lourde chaussure en cuir de Arlon s'accrocher au gros câble d'alimentation. Le fracas écœurant et incroyablement fort du serveur d'intelligence artificielle de 80 000 $ heurtant le parquet a résonné bruyamment depuis la barre de son. Les étincelles ont jailli. La machine est morte. Ce n'est qu'un jouet stupide pour ce garçon idiot de toute façon, a marmonné le Arlon enregistré à l'écran. Il gagne trop d'argent. Il peut facilement en acheter un autre demain. J'ai appuyé sur le bouton pause, figeant l'image géante de mon père donnant négligemment un coup de pied dans le verre brisé. Je me suis tourné pour leur faire face, jetant la télécommande sur le comptoir en granit. Ce jouet stupide spécifique était un prototype alpha à refroidissement liquide contenant un code propriétaire hautement confidentiel, ai-je déclaré clairement. Il est évalué à exactement 80 000 $. Pénétrer dans une pièce sécurisée en utilisant une clé d'urgence sans autorisation est une violation de domicile criminel. Détruire ce matériel spécifique élève toute la situation à une accusation de dommages matériels criminels. Arlon a levé ses mains tremblantes. Ronan, fils, s'il te plaît, calme-toi. Nous essayons juste d'aider à nettoyer la pièce en désordre. C'était un accident honnête. On ne parle pas d'accusation criminelle avec sa propre chair et son propre sang. Corbin, sentant que son plan de logement gratuit se désintégrait rapidement, a pointé un doigt accusateur sur mon visage. Tu es un psychopathe total, Ronin, qui enregistre secrètement ses propres parents. Tu n'es qu'un perdant amer et jaloux qui se soucie bien plus des ordinateurs stupides que de ta propre belle-sœur enceinte. Donne-nous les clés de la maison tout de suite. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement fait demi-tour, ramassé la pile de 5 épais et lourds dossiers rouges sur l'îlot de la cuisine, et les ai jetés avec force sur la table basse en verre. Ils ont atterri avec un bruit sourd, lourd et profondément satisfaisant. Tu veux parler d'argent, Corbin, ai-je demandé, ma voix tombant dans un registre incroyablement dangereux. Tu veux parler de qui est vraiment un perdant amer et jaloux? Parce que j'ai passé les dernières 48 heures à faire une analyse approfondie de ta brillante start-up. Et ce que j'ai trouvé va te mettre dans une cellule de prison en béton. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire jusqu'à présent. S'il vous plaît, laissez un commentaire avec le mot « terminé ». C'est notre code secret pour me faire savoir que vous êtes un vrai supporter de la chaîne. Je likerai et répondrai personnellement à chaque commentaire contenant ce mot-clé exact. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à. Maintenant, regardez la fausse vie de l'enfant chéri partir en fumée. Le salon était si profondément silencieux qu'on pouvait entendre le léger bourdonnement du système de climatisation centrale. Chaque paire d'yeux était rivé sur les dossiers rouges vifs reposant de manière menaçante sur la table basse en verre. Commençons par la start-up technologique légendaire, ai-je dit, en ouvrant le deuxième dossier. J'ai sorti une épaisse pile de documents du registre de l'État et de feuilles de calcul financières. Je les ai jetés nonchalamment sur la surface en verre. Votre garçon en or, ai-je dit, regardant directement mes parents tremblants, n'a pas possédé d'entreprise légitime depuis plus de 4 mois. L'État a officiellement dissous sa société. Il a généré exactement 0 revenu légitime. Le visage de Corbin s'est vidé de toute couleur. Il a ouvert la bouche pour parler, mais seul un couinement pathétique en est sorti. Mais ce n'est même pas le pire, ai-je continué sans relâche. Corbin a pris tout l'argent qu'il lui restait et l'a entièrement investi dans des transactions sur marge de crypto-monnaie à fort effet de levier. Il y a 6 mois, il a été complètement liquidé. Il a perdu 150 000 $. Il a perdu chaque centime. Il est complètement fauché. Geneviève a secoué la tête agressivement. Non, c'est un terrible mensonge. Corbin a payé son appartement. Il achète des cadeaux chers à Marin. Il a payé ses choses chères avec de l'argent volé, maman, ai-je rétorqué, en sortant le 4e dossier.
J'ai tenu les registres de l'impôt foncier juste devant son visage choqué. Il y a 3 mois, vous et papa avez discrètement ouvert une énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire contre votre seule maison de retraite. Vous avez bêtement emprunté 100 000 $ pour le sauver. Arlon a littéralement chancelé en arrière, sa main volant vers sa poitrine. Comment as-tu obtenu ces relevés bancaires privés? Je suis un architecte en chef de système cloud, papa. Je trouve des choses. Vous lui avez donné tout votre fonds de retraite. Mais voici la blague tragique. Il n'utilise pas cet argent pour payer ses dettes. 3 000 $ par mois vont directement à une société de gestion immobilière de luxe. Je me suis tourné vers Alaric, qui vibrait d'une rage terrifiante et contenue. J'ai ouvert le 3e dossier. 100 000 $ de ses parents stupides n'étaient absolument pas suffisants pour couvrir ses dettes de jeu massives, ai-je expliqué à la pièce, en remettant le document directement à Alaric. Corbin était poursuivi par une société de prêt prédatrice. Il a demandé un prêt personnel d'exactement 200 000 $. Pour garantir un prêt aussi massif, il avait besoin d'un garant très riche. Tournez à la dernière page, Alaric. Regardez la signature. Alaric a fixé la ligne du bas. La signature tremblante et contrefaite imitant son propre nom était là, comme une bombe atomique à retardement. Tu as falsifié mon nom, a murmuré Alaric, sa voix tremblant d'une intensité mortelle. Tu as commis une fraude électronique fédérale et un vol d'identité contre moi. Tu as risqué toute ma société immobilière pour ta pathétique addiction au jeu. Alaric, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, a supplié Corbin, reculant jusqu'à heurter les boîtes du bébé. C'était juste un prêt-relais temporaire. Je le jure sur ma vie. Tu n'as pas de vie, a rugi Alaric, le volume faisant vibrer la table en verre. Marin a éclaté en sanglots hystériques. Papa, arrête de lui crier dessus. Il essayait juste de subvenir à nos besoins. Je suis enceinte. Subvenir à tes besoins. C'est un criminel ordinaire, Marin, a crié Alaric en retour. Il m'a volé. Il a volé ses propres parents. Il m'aime, a crié Marin, son visage strié de mascara noir. Il m'a acheté un magnifique pendentif en diamant personnalisé il y a à peine 2 mois. J'ai laissé échapper un rire âpre et amer. Je me suis penché et j'ai ramassé le dernier dossier rouge. Il a certainement acheté un pendentif en diamant personnalisé, mais il ne l'a absolument pas acheté pour toi. J'ai ouvert le dossier. Marin m'a regardé, son visage strié de larmes, figé dans une terreur grandissante. Corbin s'est précipité désespérément pour essayer d'arracher le dossier. L'oncle Garrick a agi avec une vitesse brutale. Il a poussé Corbin incroyablement fort dans la poitrine, envoyant le garçon en or s'écraser en arrière dans les boîtes de maternité. « Garde tes sales pattes pour toi, garçon », a grogné Garrick. « Laisse l'homme finir sa présentation. » J'ai sorti les photographies haute résolution. Je les ai étalées sur la table basse en verre. « Tu te souviens de ces 3 000 $ par mois que tes parents paient ?» ai-je demandé directement à Marin. Ça paie le loyer d'un penthouse de luxe dans un gratte-ciel de l'autre côté de la ville. Une femme nommée Lyra y vit. J'ai montré les photographies glacées. Lyra était jeune, belle, et sur chaque photo, reposant bien en évidence sur sa clavicule, se trouvait un éblouissant pendentif en diamant conçu sur mesure. C'est exactement le même collier, a murmuré Marin, sa voix complètement vide. Il a dit qu'il l'avait fait personnaliser spécialement pour moi. Il l'a donné à sa maîtresse secrète, ai-je dit calmement. Il finance entièrement son appartement penthouse de luxe avec l'argent de retraite volé de ses parents, et il paie ses dettes de jeu avec l'identité volée de ton père. Tout ton mariage est une scène de crime financier massive. Marin a laissé tomber la photographie, a poussé un cri perçant et s'est jeté directement sur Corbin. Elle l'a giflé incroyablement fort au visage. Espèce de menteur dégoûtant, ordure, a-t-elle hurlé. Je porte ton enfant et tu dépenses l'argent de mon père pour une maîtresse bon marché. Corbin a reculé en rampant sur le sol. Marin, s'il te plaît. Ça ne voulait absolument rien dire. Éloigne-toi de ma fille tout de suite, a ordonné Alaric. Il a sorti son téléphone, l'a mis sur haut-parleur et a appelé son avocat. J'ai besoin que vous rédigiez des papiers de divorce d'urgence pour Marin à l'instant même, a aboyé Alaric. Et contactez la division de la fraude fédérale du FBI. Mon gendre a falsifié ma signature sur un prêt de 200 000 $. Je veux qu'il soit arrêté ce soir.
Geneviève a finalement craqué. La réalité écrasante de la perte de sa retraite et de son enfant chéri a brisé son esprit. Elle a poussé un hurlement sauvage et s'est jetée vers la table, essayant de déchirer les documents de prêt contrefait. Je lui ai attrapé les poignets et les repoussé. Ne touche pas à ma propriété, maman. Ce ne sont que des copies imprimées. Les fichiers numériques originaux, ainsi que les images de sécurité de toi et papa en train de détruire un serveur de 80 000 $, ont déjà été envoyés en toute sécurité à mon avocate d'entreprise. Arlon s'est effondré sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes. Tu as détruit ta propre famille, Ronin. Non, papa, ai-je répondu froidement. Vous vous êtes détruits, toi et Corbin. J'ai regardé l'heure. Le faible gémissement des sirènes de police a commencé à résonner au loin. J'ai oublié de mentionner un tout petit détail, ai-je dit, un sourire froid touchant mes lèvres. Quand j'ai vu le serveur fracassé sur le sol mardi dernier, j'ai déposé une plainte officielle à la police. Les agents arrivent dans l'allée en ce moment même pour vous arrêter tous les deux pour effraction et entrée par effraction qualifiée. Les coups lourds et autoritaires sur ma porte d'entrée ont sonné exactement comme le marteau d'un juge finalisant une sentence massive. J'ai marché calmement vers la porte et je l'ai ouverte. 2 policiers en uniforme se tenaient sur mon porche, évaluant la scène chaotique et en pleurs visibles derrière moi dans le salon. « Bonsoir, officier », ai-je dit clairement. Je suis Ronan, le seul propriétaire de cette propriété. C'est moi qui ai déposé la plainte pour dommages matériels criminels et violation de domicile plus tôt cette semaine. Les personnes assises dans mon salon sont les suspects. L'officier le plus âgé est entré, ses yeux ont balayé les femmes en pleurs, le vieil homme brisé sur le canapé, et Corbin rampant sur le sol parmi les boîtes de bébés. « Monsieur, ces personnes sont-elles vos parents » a demandé l'officier. « Ils me sont biologiquement apparentés, oui », ai-je confirmé doucement, mais ils ne résident pas légalement ici. Ils ont utilisé une clé de secours d'urgence pour entrer illégalement dans mon espace de travail sécurisé, et ils ont gravement endommagé un serveur d'intelligence artificielle d'une valeur exacte de 80 000 $. J'ai tout l'incident capturé sur une caméra de sécurité haute définition. J'ai tendu à l'officier une petite clé USB cryptée contenant le fichier vidéo exact et une copie imprimée de l'évaluation massive des dommages. Geneviève a soudainement bondi du canapé, pointant un doigt tremblant vers moi. Il ment. C'est un monstre. Nous sommes ses parents. Nous avons le droit d'être ici. L'officier a levé une main ferme. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur, souhaitez-vous officiellement porter plainte? Oui, sans le moindre doute, ai-je déclaré sans une seule seconde d'hésitation. Les officiers ont demandé à Arlon et Geneviève de se lever et de placer leurs mains derrière leur dos. Le bruit métallique des menottes en acier se refermant fermement autour des poignets de mon père a été le son le plus profondément satisfaisant que j'ai jamais entendu. 32 ans de tourments psychologiques profonds étaient enfin validés par la réalité froide et dure du système juridique. Alors que les officiers escortaient mes parents en larmes vers les voitures de police clignotantes, Alaric a attrapé doucement sa fille par le bras. « Nous partons, marin », a dit fermement Alaric. Il s'est arrêté juste devant Corbin. « N'essaie pas de retourner à l'appartement. Mon équipe de sécurité est en train d'emballer tes affaires dans des sacs poubelles. Profite de ta prochaine peine de prison fédérale, misérable parasite. » Marin n'a même pas regardé son mari en sortant. Corbin s'est retrouvé complètement seul. Il a levé les yeux vers moi, son regard vide. « Ronan, s'il te plaît » a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Je n'ai absolument nulle part où aller. Ma femme m'a quitté. Ma maîtresse me larguera quand elle saura que l'argent a disparu. Maman et papa vont en prison. Est-ce que je peux juste dormir sur ton canapé ce soir? Sors de ma maison, Corbin, ai-je dit, en pointant directement la porte d'entrée ouverte, avant que je ne demande aux officiers dehors d'ajouter une autre accusation de violation de domicile criminel à ton incroyable CV. Il s'est lentement traîné du sol, une coquille d'homme brisée et vide, et a traîné les pieds dans la nuit chaude et humide. L'oncle Garrick s'est approché et s'est tenu tranquillement à côté de moi. « J'ai toujours su que tu étais un gamin intelligent, Ronan », a dit Garrick, en me tapant fermement sur l'épaule. Mais te voir exécuter cette mise à mort parfaite était un vrai chef-d'œuvre. Ils m'ont forcé la main, Garrick, ai-je répondu, en engageant enfin le peine dormant. Je voulais juste qu'on me laisse en paix. Mais ils ont dû essayer de brûler ma maison. Maintenant, ils vont vivre dans les cendres.
Les retombées massives au cours des mois suivants ont été absolument implacables. Mon affaire de dommages matériels fédéraux a déclenché une enquête financière massive. Arlon et Geneviève ont été forcés de liquider rapidement tous leurs actifs restants et de vendre leur chère maison de banlieue à une perte massive juste pour couvrir leurs frais de défense juridique exorbitants. Ils ont également dû rembourser agressivement la ligne de crédit de 100 000 $ qu'ils avaient bêtement contractée pour Corbin. Ils vivent actuellement dans un minuscule et terrible studio dans le pire quartier de la ville. Le sort de Corbin a été nettement pire. Alarix s'est avéré être un ennemi totalement impitoyable. Les accusations de fraude électronique fédérale et de vol d'identité grave ont parfaitement tenu. Corbin a été condamné à 3 longues années dans une prison fédérale à sécurité minimale. Il a été condamné à payer une restitution financière massive et son divorce avec Marin a été brutalement finalisé alors qu'il était derrière les barreaux. Il n'a absolument plus rien. L'enfant chéri a finalement volé trop près du soleil, et il a réduit toute sa famille en cendres dans sa chute. Exactement 2 semaines après ce dîner de famille explosif, j'étais assis paisiblement dans mon laboratoire fraîchement restauré lorsque la sonnette de la porte d'entrée a retenti. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité. Debout nerveusement sur mon porche se trouvait tante Rosalyn. Rosalyn était le singe volant ultime de notre famille élargie, une femme qui se nourrissait de drames toxiques, utilisant constamment la loyauté familiale comme une arme pour culpabiliser quiconque osait fixer une limite. J'ai laissé échapper un lent soupir, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte de quelques centimètres seulement, en laissant la lourde chaîne de sécurité attachée. « Ronin, mon cher », a commencé instantanément Rosalyn, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « S'il te plaît, tu dois me laisser entrer. Geneviève pleure tous les jours. Arlon a de graves douleurs thoraciques à cause du terrible stress. Tu dois simplement abandonner ces horribles accusations de propriété. C'est ta famille, ton sang. Tu es horriblement cruel pour une machine cassée. » J'ai regardé directement dans ses yeux manipulateurs. L'ancienne version de moi aurait pu ressentir une brève pointe de culpabilité. La nouvelle version de moi ne ressentait rien d'autre qu'une légère irritation. « Tante Rosalyn », ai-je dit doucement. Mon avocate d'entreprise, Daphné, a légalement déposé une ordonnance restrictive massive contre Arlon, Geneviève et Corbin hier matin. Le juge l'a officiellement signée. De plus, Daphné a rédigé un avertissement légal formel indiquant explicitement que toute personne agissant en tant que mandataire pour me harceler sera également ajoutée de manière agressive à cette ordonnance restrictive. La bouche de Rosalyn s'est ouverte, son faux sourire sucré s'effondrant instantanément en une expression de terreur sincère. Je vous informe officiellement, ai-je continué froidement, que vous êtes actuellement en train de violer ma propriété privée. Si vous ne faites pas demi-tour et ne partez pas tout de suite, j'appellerai la police et je remettrai à Daphné les images de sécurité de vous tentant de me contraindre à abandonner une affaire criminelle fédérale. Passez une bonne soirée. J'ai fermement claqué la lourde porte en chaîne juste devant son nez et j'ai verrouillé le pen dormant. Je n'ai plus jamais entendu parler de tante Rosalyn ni d'aucun autre membre de cet arbre généalogique toxique. 2 années incroyablement paisibles se sont écoulées depuis cette nuit explosive. Je vis toujours heureux dans ma grande maison de 2 millions de $. Le chiffre d'affaires de mon entreprise d'architecture de système cloud a triplé. J'ai complètement reconstruit mon serveur d'intelligence artificielle, le rendant entièrement impénétrable. La société nous lave constamment le cerveau en nous faisant croire que les liens du sang sont un lien incassable. On nous enseigne à tort que nous devons endurer sans fin de graves abus et des vols financiers au nom de la loyauté familiale. Mais la vraie loyauté est une voie à double sens. Lorsqu'un membre de la famille vous traite strictement comme une ressource jetable, il perd complètement le droit de vous appeler famille. Ils deviennent des menaces hostiles. Et en tant qu'architecte de la sécurité, mon seul travail est d'éliminer de manière permanente les menaces pour mon système. J'ai simplement allumé les lumières vives et j'ai laissé toute la structure pourrie s'effondrer sous le poids massif de ses propres conséquences indéniables. Mes limites sont construites en titane épais et impénétrable. J'ai finalement trouvé ma paix totale en m'éloignant entièrement du feu ardent qu'ils avaient allumé. Tante Rosalyn a dit qu'ils sont toujours mes parents de sang et que les pousser à la limite absolue était cruel. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin en entraînant ma propre famille dans un piège juridique massif et en ruinant leur vie? S'il vous plaît, laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes le jury maintenant. Si vous compatissez à ma situation ou si vous avez une expérience similaire avec une famille toxique, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne jamais manquer la prochaine histoire dramatique. À la prochaine.